Ce père de famille heureux, c'est Bradford King, ancien policier et ensuite professeur de criminologie à l'université de Western Michigan. Son exercice préféré était de demander à ses étudiants d'imaginer un crime parfait, c'est-à-dire un crime impossible de résoudre sans l'aveu du criminel lui-même. Et bien sûr que pour les étudiants en criminologie, c'était un défi. Ils se sont empressés de donner leur version du crime parfait. Et pendant qu'il enseignait à l'université, sa vie s'améliorait. Sa femme, Diane, est devenue une présentatrice de télévision populaire. Le couple a déménagé dans une grande maison à la campagne et élevé leur deuxième enfant. Mais les bons moments n'ont pas duré longtemps. Diane a attiré l'attention d'un admirateur fou qui l'a appelé, invité à dîner, proposé de se rencontrer et un jour, il a brisé une fenêtre de leur maison avec une pierre pour entrer à l'intérieur. Mais ce qui a vraiment terrifié le couple, c'était une note tapée avec des lettres découpées dans des titres des journaux. Tu dois dîner avec moi. Et un an plus tard, Brad a trouvé le corps de sa femme devant leur maison, près de là où il y avait une voiture avec leurs deux enfants à l'intérieur. Le meurtre de la présentatrice a fait grand bruit et la police a pris l'affaire en main. L'enquête a relevé qu'un tireur avait agi depuis une écurie voisine. Sur place, ils ont trouvé une douille de calibre 22 et dans un ruisseau proche, ils ont découvert un fusil. Un chien policier a suivi une piste et après un détour, il est revenu à la maison. Il s'avère que le criminel avait fait un cercle, était retourné dans les lieux du crime et observé la police sans se faire repérer. Mais l'essentiel, c'est que les experts en criminalistique n'ont pas réussi à relier les balles du corps de la victime à l'arme trouvée. Les balles étaient tellement déformées qu'il était impossible d'en tirer des conclusions. L'enquête s'est retrouvée dans une impasse avant de prendre un tournée inattendu. Mais avant que je vous dise la fin de l'histoire, essayons de nous mettre dans la peau des étudiants formés par Brad et essayons de comprendre à nous-mêmes ce que signifie un crime parfait. Maintenant, vous allez découvrir que disent les traces laissées par une personne. Que se passe-t-il si on enlève les empreintes digitales? Comment brûler les pistes des chiens de recherche? À quoi ressemblent les chasseurs de primes modernes? Que relèvent les traces sur les balles? Et est-ce que c'est possible de commettre un crime que personne ne découvrira jamais? Les indices laissés par une personne racontent beaucoup de choses. Tout au long de notre vie, nous laissons derrière nous les traces. Ces traces seront étudiées par tracologie, un domaine de la criminalistique qui étudie tout type de marques. Empreintes des mains, de pieds, de dents, les traces de sang. Certaines marques proviennent directement de l'objet ou de la personne, tandis que d'autres ne laissent qu'un contour. Même sur la Lune, les traces humaines existent encore, bien que leur étude relève d'une autre science. Un bon expert en traces se compare à quelqu'un qui vole. Sur une scène de crime, il vole littéralement au-dessus des indices, sans laisser ses propres traces. Les empreintes de chaussures en particulier peuvent relever pas mal de choses, et je parle pas seulement de la marque des chaussures, mais de la taille d'une personne, du sexe, du sens de mouvement, ou même des caractéristiques de démarche de la personne. Si l'empreinte est sur une surface plane, elle est photographiée puis retirée à l'aide d'un film spécial, ou d'un appareil on nomme amusante le suiviscope. Si les traces se trouvent sur le sol, elles sont transportées en laboratoire avec le substrat. Après, on peut déterminer la taille d'une personne grâce aux empreintes de ses pieds. Oui, c'est possible. Et voici la formule. On multiplie la longueur du pied par 3,1 et la largeur par 4, puis on ajoute 53. Et cela donne 183 cm. Et c'est ma taille. Ouais. Mais les traces peuvent aussi relever la profession d'une personne. Les marins, habitués à maintenir leur équilibre sur le pont, s'appuient davantage sur le bord externe de leurs pieds. Les patineurs et les hockeyeurs mettent plus de pression sur l'intérieur du pied, comme si ils poussaient avec leurs patins sur la glace. Mais c'est pas seulement des traces biologiques qui trahissent un criminel. Des traces laissées par ses utiles peuvent aussi donner une idée. Regardez par exemple une serrure forcée. On peut identifier les marques d'un crochet utilisé pour le crocheter. Plus il y a de traces, moins le criminel était expérimenté ou prudent. Mais certains ne prennent pas la peine de masquer leurs actes. Ils arrachent la porte, découpent la structure ou percent les serrures. Et pour les cadenas, ils peuvent être brisés en 3 secondes. Regardez. Les traces de pneus aussi parlent beaucoup.
Elle diffère selon l'usure ou la vitesse du véhicule. À 5 km/h, la zone de contact avec le sol est un rectangle régulier. Mais à 125 km/h, les pneus laissent des marques qui ressemblent à des taches d'encre ou à des lignes affilées. Et bien sûr, les criminels apprennent aussi à contourner ces méthodes d'identification. Certains marchent en reculant pour créer des fausses pistes. D'autres fixent une deuxième paire de chaussures sur leurs pieds, avec des pointes orientées en arrière. Ils détruisent leurs outils, ils changent des pneus ou même parfois des véhicules tout entiers. Toutes ces traces visibles, c'est assez facile de s'en débarrasser, mais il est presque impossible de s'échapper des traces invisibles. L'odorat est un des plus anciens des sens de l'homme. Chaque personne possède une odeur unique et inaltérable. L'odorologie, c'est une branche de la criminalistique qui étudie les indices. Le vêtement, les meubles ou même le sang conservent les odeurs. Quand le sang coagule, il scelle l'aroma. Donc le sang de la victime conserve littéralement l'odeur de son tueur et aide à le retrouver. En laboratoire, les objets imprégnés d'odeur sont emballés dans du papier d'aluminium et la fragrance est transférée sur un tissu en coton. Ensuite, ces odeurs sont conservées dans des congélateurs pendant 5 ans. Après, il faut comparer les odeurs. L'homme ne peut pas faire la différence. Et c'est là où on appelle les chiens, spécialement formés. Leur sens de l'odorat est de 100 cm², tandis que nous, que 4. Pas beaucoup. Ils jouent avec des tubes en cercle, chacun contenant un échantillon d'odeur. Si un chien s'arrête sur un échantillon spécifique à plusieurs reprises, 3 sur 3, l'odeur est identifiée. L'appareil qui identifie l'odeur comme un chien, on essaie de créer depuis des dizaines d'années. L'un des plus simples, c'est un analyseur d'alcool pour la police, éthylomètre, mais il réagit qu'à une substance spécifique, alors que l'odeur contient des centaines. Les criminels, cependant, essaient de tromper ces chiens. Ils dispersent de la nourriture comme des saucisses ou utilisent des déodorants pour brouiller leur propre odeur. Certains traversent même des rivières pour effacer leurs traces. Et voilà ce qu'ils font les criminels depuis plusieurs centaines d'années. Ok, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier quand on dit criminologie? Bien sûr, ce sont les empreintes digitales. Et c'est dactyloscopie qui les étudie. Elles sont faciles à laisser, simples à détecter et très difficiles de supprimer. Elles se forment avant même notre naissance, au 3e mois de la grossesse. Aujourd'hui, on déverrouille nos téléphones avec nos empreintes, ou même des cadenas pour la salle de sport. Mais cette idée, elle date il y a 150 ans. Voici William Herschel, le petit-fils d'astronome William Herschel qui a découvert la planète Uranus. Travaillant dans l'Inde coloniale, il avait remarqué que les habitants signaient les documents sans distinction et ne ressentaient aucune obligation de respecter ce qu'ils signaient. C'est un peu comme nous quand on accepte les conditions d'utilisation sans trop les lire. Et Herschel a eu une idée ingénieuse. Il a demandé au signateur de mettre aussi son empreinte digitale. Et pour les habitants, leurs empreintes, c'était quelque chose de sacré. Et ils commençaient à respecter leurs promesses. Chaque empreinte digitale est composée d'un ensemble unique de motifs. Des arcs, des boucles ou des spirales. Et ces motifs varient selon la population. Regardez, par exemple, les empreintes des Esquimaux contiennent surtout des spirales, tandis que celles des Européens comportent principalement des boucles. Et devinez, à qui appartient cette empreinte? À une Indienne? À un Norvégien? Non, c'est une koala. Ces empreintes lui servent à grimper aux arbres d'eucalyptus. Si une bande de koalas fous avides d'argent et du pouvoir braquait une banque, les enquêteurs penseraient sans doute qu'il s'agit des humains. Alors, pour rester invisible, il suffit de effacer nos empreintes. Eh bien, vous ne serez pas les premiers à y penser, oui. Cette femme sympa, Maman Barker, l'une des gangsters les plus recherchés des années 1930. Lorsque son fils et son compagnon étaient en cavale, ils ont demandé à Joseph Morin, un alcoolique qui soignait les bandits, de retirer les motifs de leurs empreintes. Le docteur leur a coupé la peau des doigts et Maman Barker leur a administré de la morphine pour atténuer la douleur. Mais leurs efforts ils étaient
Inutile, car sur la peau cicatrisée, les mêmes rides papillaires sont apparus. Furieux, les bandits ont emmené Moran bourré dans un lac de Michigan et l'ont noyé. Une fin tragique. Dommage, ils ne savaient pas que les empreintes digitales changent naturellement avec le temps. Il leur aurait suffi de se cacher pendant une dizaine d'années. Cependant, il existe des méthodes bien plus simples, porter des gants. Ça fonctionne à coup sûr. À ce stade, félicitations, vous avez atteint la moitié de l'épisode. Et pour célébrer, voici une anecdote amusante. Regardez cette image. Et qu'est-ce que c'est selon vous? Un gribouillage d'enfant? Ou un croquis de dessin animé? Non, c'est le pire portrait robot de l'histoire. Le plus drôle, c'est même pas cela, mais qu'il a réellement aidé à retrouver le coupable. Ce type-là, qui volait de l'argent dans un centre commercial, a été identifié grâce à ce croquis. C'est incroyable, non? Les traits principaux, ils sont pourtant une bouche droite, les yeux rapprochés et surtout un regard effrayé. L'étude des descriptions des témoins ou des portraits robots est le domaine de la gabitoscopie. Les affiches morts ou vifs de l'époque de War West sont probablement les exemples les plus connus. À cette époque, il suffisait d'offrir une belle récompense pour motiver les chasseurs de primes, peu importe le crime commis par le fugitif. Mais avez-vous déjà réfléchi à la provenance de ces sommes d'argent? Eh bien, elles proviennent directement des criminels eux-mêmes. Et lorsque vous entendez qu'un fugitif est libéré sous caution, sachez que ce dernier sert à le retrouver en cas s'il échappe. Ainsi, l'État ne dépense pas d'argent des contribuables à la recherche des criminels, et ce sont les criminels eux-mêmes qui financent leur traque, ou parfois même leur mort. Les chasseurs de primes existent encore aujourd'hui, notamment en Philippines et aux États-Unis. Ils sont armés de pistolets, de tasers ou des sprays au poivre. Prenez l'exemple de Dwan Champman, surnommé le Chien. Avec ses seules mains, il a capturé 8000 fugitifs, car la loi lui interdit de porter une arme à feu en raison de son passé criminel. De nos jours, les criminels ne sont plus recherchés à partir de simples croquis dessinés à la main. Les enquêteurs utilisent des logiciels comme Face, où l'on peut assembler différents éléments. Des yeux clairs, un nez droit, des lèvres fines, ou encore les cheveux longs. Et pour vous donner un exemple, voici un portrait généré. C'est celui de Jésus, tel que décrit par des catholiques. Et voici maintenant une version africaine de Jésus, telle qu'elle est représentée en Afrique. La différence est frappante. Cette diversité montre que nos esprits peuvent créer des images très différentes d'une seule personne. Quant aux témoins d'état de choc, il est presque impossible de mémoriser des détails. Et puis le criminel peut toujours porter des lunettes, mettre des fausses moustaches ou mettre une cagoule. Je vais vous raconter une petite histoire. En 1929, lorsque les hommes d'Al Capone, déguisés en policiers, ont exécuté 7 membres de la bande de Bugs Moran, ils ont laissé derrière eux de nombreuses balles et douilles. Sans ces indices, les coupables n'auraient jamais été retrouvés. Les balles provenaient de mitraillettes Thompson de calibre 45, mais ces armes étaient très répandues parmi les gangs de l'époque. Et alors comment identifier le bon gang avec une seule balle et une douille? Eh bien là, c'est la balistique qui entre en jeu. La tâche principale des experts, c'est déterminer d'où et avec quoi on a tiré. Ils inspectent les balles, les douilles et le trou laissé par l'impact. Et pour déterminer la trajectoire d'une balle, il faut prendre le trou d'entrée, par exemple là, et le trou de la sortie de la balle, par exemple ici. Et puis faire une ligne imaginaire. Cela permet de déterminer d'où le coup était tiré.
Les résidus de poudre donnent aussi des indices sur la distance de tir. Plus la cible est proche, plus la fumée et les dépôts de poudre sont importantes. Un tir à bout portante laisse des marques noires épaisses, tandis qu'un tir à 1 mètre laisse des traces plus légères. Mais ce qui est vraiment crucial en balistique, ce sont les rayures dans le canon de l'arme. Les armes à canon rayé impriment un motif unique sur chaque balle. Ces rainures permettent à la balle de tourner sur elle-même, ce qui stabilise la trajectoire. C'est l'opposé des armes à canon lisse où les balles volent de manière imprécise. Les balles récupérées sont examinées sous tous les angles et photographiées. Pour confirmer l'arme utilisée, on tire une balle dans un piège spécial, puis on compare les marques de cette balle avec celles de balles trouvées sur la scène de crime. Et dans l'affaire d'Al Capone, les mitraillettes retrouvées dans le gang portaient les mêmes marques que les balles retrouvées sur le lieu de massacre. Ce fut la première fois que les rayures sur l'arme à feu permettaient de résoudre un crime. Et depuis, les criminels cherchent à s'en débarrasser rapidement de leurs armes, ou à endommager les balles ou les rayures volontairement. Mais imaginez que quelqu'un regarde cette vidéo et décide de suivre ces astuces. Mais est-ce que ce criminel sera impossible de retrouver? Bien sûr que non. Même sans mouvement immobile comme moi, chaque être humain dissémine de l'ADN. Et saviez-vous combien de matière biologique, peau, salive, cheveux, il nous faut pour vous identifier? Seulement 8 cellules. Les humains partagent 99,9% de leur ADN, mais ce 0,1% fait la différence entre nous tous. Voici à quoi vous ressemblez sous la forme d'une séquence ADN. Ces bandes colorées, c'est vous. En laboratoire, le matériel biologique est collecté et traité avec des réactifs qui libèrent l'ADN des cellules. Ce matériel est ensuite analysé et comparé à d'autres échantillons. Grâce à l'ADN, on peut identifier l'origine éthique, le groupe sanguin et s'il y a dans la base de données, on peut identifier une personne spécifique. En France, toutes personnes condamnées pour un crime grave sont obligées de donner un échantillon de leur ADN. Au XIXe siècle, le psychiatre César Lebroso a déclaré qu'on ne peut que être né criminel et qu'on ne le devient pas. Les généticiens sont en partie d'accord avec lui. Oui, une certaine agressivité peut être inscrite dans la nature humaine, mais ce que la personne deviendra dépend uniquement de son environnement et de ses propres choix. Revenons à l'histoire de début, celle de l'ancien policier et de sa femme présentatrice de télévision. Il est temps de relever ce qui est vraiment passé et comment cette affaire a été terminée. 10 mois après le meurtre, les agents de FBI ont décidé d'examiner à nouveau la lettre anonyme qui a été envoyée. Ce type de message est souvent utilisé par ceux dont l'écriture pourrait être reconnue. Et cela suggère que le meurtrier connaissait bien la victime. Et qui parmi ses proches avait des connaissances approfondies dans la criminalistique et qui a cherché à faire un crime parfait? Bradford King lui-même. Il s'est relevé qu'il trompait sa femme avec les étudiantes. De plus, lors des appels ou des incidents, il n'était jamais là. Une perquisition dans une maison voisine a permis de découvrir le véritable fusil qui avait servi au meurtre. Tout s'est éclairci. En demandant à ses étudiants d'imaginer un crime parfait, Brad a réellement cherché à camoufler son crime. Et ce sont donc les étudiants qui lui ont donné des idées de simuler le comportement d'un maniaque, de traverser la rivière et même de revenir après sur le lieu du crime. L'un d'entre eux a même suggéré d'ajouter une arme supplémentaire sur la scène, afin de brouiller davantage les pistes. Même les criminels les plus expérimentés ne peuvent pas prévoir tous les détails. Malgré les preuves circonstancielles, Brad King est reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la réclusion à perpétuité. Aujourd'hui, il est en prison et continue de nier sa culpabilité. Tout crime parfait cesse de l'être dès qu'un expert en criminalistique s'en mêle. Cependant, il existe une histoire qui se démarque.
celle de D.B. Cooper, souvent qualifiée du crime parfait absolu. En 1971, Cooper a détourné un avion, réclamé une rançon de $200,000 pour les passagers, puis il les a libérés. Après cela, il a fait décoller l'avion et sauter en parachute, laissant les pilotes seuls à bord. Pendant 40 ans, l'enquête n'a jamais permis de le retrouver. Tout ce qu'il reste de lui est un portrait robot. Ça se trouve que c'est l'un de vous qui va le trouver. Comme d'habitude, entraîne ton cerveau et à la prochaine.